Bonjour à tous, bon après-midi, and good afternoon to everybody. Here we are for another episode of Photography with me. Um, so, today I was thinking that we could talk a little bit about resolution and printing. I know I covered a little bit of it when first started the Facebook group as for the submitting the weekly challenges. But I figured today we could go a little bit more in depth. We're going to look at again, obviously, for now I'm going to look at mostly printing in Lightroom and printing in Photoshop. But before we do that, I want to explain. I want everybody to have a good base on resolution. Fait que, bon après-midi à tous. Aujourd'hui, je pensais de parler surtout sur l'impression, parce qu'à un moment donné, on veut vraiment présenter nos photos au public. Et puis, à l'impression, c'est très important la résolution. La résolution en fonction de aussi quelle imprimante que vous utilisez, parce que je t'avoue qu'il y a différentes résolutions dépendant l'imprimante que vous allez utiliser. Euh, les gens vont prendre ça peut-être un peu plus c'est pas aussi important ou quelque que ce soit, mais ça quand même. Puis à quel point est-ce qu'on va voir la différence? C'est bon de savoir la différence quand même. Puis justement d'être capable de manipuler manipuler l'exportation en tant que telle vers l'impression en conséquence, puis savoir comment on doit s'ajuster en conséquence de ça. C'est sûr et certain, je vais passer plus de temps sur Photoshop Lightroom, vu que c'est quand même encore pas la base, mais je veux dire, c'est comme on dit en anglais, le mainstream, les logiciels les plus populaires en fonction de la photographie et graphiste. Je t'avoue que c'est fort rare que j'utilise Lightroom en tant que je veux dire Lightroom, je veux dire Photoshop pour faire l'impression. Everything that I do, normally when it comes to printing and when it comes to my photography, Lightroom is my main software that I use when I'm manipulating my images, or as we would say in the darkroom, developing my images. Um, and there are certain aspects where I will use um, Photoshop when it comes to certain cosmetic retouching that I have to do, just because it's a lot easier using layers than using light and the limitations of Lightroom when it comes to retouching, cosmetic retouching, also. Um, but just to say that usually my preference is everything when it comes to print is always fed back into Lightroom, and then from Lightroom it's fed into the printer directly. Also, knowing the resolutions when it comes to sending stuff out to be printed, and typically you can always, depending whoever you are sending your prints to, there's always usually minimum requirements when it comes to resolution. When I talk about resolution, so I again as I as I have to make my life a little bit easier here, building these episodes, I did a little bit of my own research on obviously on the internet, and what I want you to know about when it comes to resolution, I'll be showing you the screen in just a moment. It's the differences between what we call DPI and PPI. Okay. Euh, C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux que vous sachiez, c'est que en impression, la résolution en tant que telle, il y a deux façons en tant que telle de parler de la résolution. C'est soit des points par pouce ou des pixels par pouce. Okay. Now, when we're talking about resolution, we're usually talking either about dots per inch or we're talking about pixels per inch. Okay, so it's either DPI or PPI. And one is specifically meant for printing on paper, while the other is really the digital resolution of your image. How many pixels per inch is that image made up of? And how many pixels per inch do I need to represent that image on my screen? Okay,
So typically, when we're talking about the digital aspect or the electronic aspect of photography, we're usually talking in DPI. Um, yeah, pixels per inch. Okay. While when we're talking about printing, we're always talking about dots per inch. Okay. Um, and I know I have a little bit of catching up to do on my descriptions and my on the YouTube episodes, but I will be listing these sites in the description, in the comments section, or sorry, in the description section, so that you can actually follow these articles also. At a certain point, why reinvent the wheel? Just represent it either differently or use the material that's out there as reference material. And I'm not stealing anybody's information. I'm presenting the websites as is, to give the authors also recognition for it. So in this particular case here, when we're talking about PPI, we're talking about pixels per inch. Fait que quand on parle de PPI, c'est réellement les nombres de pixels qui fait la photo en tant que telle, qui fait l'image en tant que telle. OK? Et puis, justement, si vous regardez, juste pour vous montrer, justement, laisse-moi juste changer d'écran pour un instant. Non, c'est pas lui. C'est-tu lui? J'avais une belle graphique ici. Exactement, voilà. So, quand on parle de... Oh, sorry, I gotta see it's true. I gotta switch this over. Now I'm using the slider. So if we're looking at pixels per inch, typically you've heard, 72 PPI, 150 PPI, 300 PPI. Okay. When it comes to screens, typically we're usually talking about 72 PPI because your pixels are based on a resolution or a dimension of 72 pixels per inch across your screen. Okay, so you have 72 PPI one way, 72 PPI the other way, which in this particular case, in my screens here, they're 90. Right now, they're being, because I'm feeding this out at 1080p or full HD. My screen resolution, which is probably your screen resolution also, is 1920 by 1080. Sorry, I'm looking at the wrong camera. I got the screen in front of me and I keep looking at the wrong camera. But here, if you look at, I'm always talking, and my screen here is actually a little bit higher resolution. It's 96 PPI. Okay, my laptop screen is 120 PPI. But for we don't necessarily have to be more Catholic than the Pope himself. So let's just take 72 PPI as a norm. Okay, and that's usually, and when it comes to web images, except as you've noticed with Facebook is a little bit higher. Facebook was at 9600 if I remember correctly, as far as it won't manipulate anything that is 96 PPI or smaller. Okay, but if you look here, you'll notice that in 300 PPI I have more pixels per inch than if I'm at 72 DPI. 72 DPI being more so a screen resolution, while 300 DPI is more of a print resolution. And the reason why 300 DPI, or sorry, 300 PPI is more of a print resolution, because the way that the printer physically prints on the paper, those we call them picoliters, okay, and literally it's not even a third of a millimeter. I had I had them. I'll find it later. But the size of the dots that the printer is laying down on the paper is so much smaller than what is being represented on your screen. You need more resolution when you're dealing with certain size images in print. Okay. Now, when I say certain size images, because you'll notice here at 150 PPI. Okay. Now, there's another thing I have to explain to you is also that your printer has a base resolution or native resolution. Ici, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer, c'est que la différence entre 72 PPI et 300 PPI, c'est que si vous regardez l'exemple ici, en fonction de la grillage ici dans le cercle, à 300 PPI, ça me prend beaucoup plus
de points pour construire mon 1 pouce par 1 pouce, mon cube d'1 pouce par 1 pouce. Tandis qu'avec la 72, j'ai besoin moins de nombre de pixels parce que les pixels en tant que tels sont beaucoup plus gros. OK? Non, il y a d'autres choses aussi qui ont une conséquence dépendant du 72 versus le 300. C'est-à-dire qu'à 300 PPI, je peux aller chercher plus de couleurs, je peux aller chercher plus de nuances. Tandis qu'à 72, je suis à la limite de qu'est-ce que je suis en train d'utiliser comme écran en fonction du 72. OK? Et puis, par défaut, normalement, exemple, quand on utilise nos téléphones sont à peu près à la même résolution du 72-96, malgré que je t'avoue que oui, il y a certaines nouveautés dans les cellulaires qui vont sortir, ou des tablettes, ou qui vont sortir plus haute résolution à cause de leur écran en tant que tel. Okay? Mais la photo est basée sur son petit écran de 4 pouces, 6 pouces, 8 pouces, 10 pouces. Okay? Et puis, si on regarde la résolution, qu'est-ce que ça donne dans une image? Ici, l'auteur, c'est justement exporter ces images en fonction du 72 et 300. Le 150 mégapixels, le 150 points par pouce ici, c'est un entre-deux. Now, la raison pourquoi que 72 c'est tellement important puis 300 c'est tellement important, c'est que il y a certains imprimantes que leur résolution native est basée sur le 300 en fonction de facteur 2. Okay, so when we talk about factors of or multiples of mathematically, okay, there are two worlds of printing. Okay, now, brain fart. Canon and HP. Okay, now the two main printers when it comes to photographic printing, the two mainstream are Epson and Canon. And Canon has made quite a big breakthrough in the last couple of years with their new Pro series, the Pro 1000, Pro 1000, 2000, 4000, and 6000 printers. Okay, but Canon and HP are based on a 300 PPI minimum for resolution. So what it actually means is typically, and I mean, you know, if you purchase one of these printers, you'll notice that the resolutions are usually 600 PPI, DPI, 600, 1200, 3200. I mean, it's always in factors of 300. Okay. Rather, Epson is based on a 360 DPI. Okay, now I understand that I was just talking about pixels for a moment. This was in this relation here to what you're seeing on the screen. So your pixels per inch versus your dots per inch. Okay. Now, printers when they and literally printers lay down. We've got resolutions, native resolutions. The heads are so microscopic. The nozzles are so microscopic that, you know, basically in an inch, a Canon Pro 1000 will lay down 5,765 dots in that 1 inch. Okay, but that all comes out of a native 300 DPI resolution that I'm sending to the printer. So what's happening is, if I send it to the printer in the right base resolution, be it 300 or 360, when it gets to the printer will have less trouble and take less time factoring in whether it needs that extra 60 dots or pixels or dots per inch or not. Okay. Will you see a difference? Honestly, unless you were using a 20x or a 15x magnifying glass, you probably would see a deterioration between the two if you were using the wrong resolution on the wrong printer. Because basically what happens is if you're sending a 300 DPI to an Epson printer that's waiting for a 360, for him mathematically being more precise, is he doesn't know what to do with the lack of that 60. So what he does is he extrapolates the extra 60 that he needs to be able to go and get his 720, his 1440, and so on and so forth. Okay. Rather than the same thing with Canon is if I send the Canon printer that 360 rather than the 300, well, it doesn't know what to do with the extra 60
pixels of information or dots of information. So what it does is it's going to compress it, so there will be a slight distortion. At what point will you see it? I can't tell you. I don't see it. I mean, listen, I'm going to be 50 this year. I'm using 2x reading glasses when it comes to reading, and I have a limit at what point I can look at something. And even with my magnifying, what do I call it? What is it? Well, a loop. My magnifier here at 10x or at 8x, I'm not going to see the difference. But what it will cost me is time, because while you're sending your resolution to the printer itself, the printer has to do extra calculations. So, because don't forget, all printers have a brain of their own. They have a computer of their own built into the printer, right? That's everything. That's what your driver does. Your driver is what it does is it takes the information from the computer, sends it into the driver to translate it so that the printer can understand it, so that the printer can extrapolate the photo that you're trying to print. Okay, so in my case, I work with both. So there are certain well, hold on just a sec. So there are certain needs that, depending on what I'm doing, I was big on Epson when Epson was popular, personally. Epson might have lost a little bit of its popularity, but that's also because of the politics within the company and this and that. A lot of things have changed in the last 4 years with Epson. But at the time when Epson was at its peak, I was using Epson. I'll be honest now, since I've been with Gosselin in the last 6 years, I've been using Canon because we're stocked in Canon. Okay, and Canon, I'll be honest with you, in the last 2 years since the Pro 1000 and the whole Pro 1000 series has come out, they've really stepped up their game when it comes to quality, when it also comes to speed. There are other aspects of printing for me that are important too, in the sense that, I print on rolled paper. I don't necessarily print. I don't like printing on cut paper because you lose a certain amount of surface on the print itself. But all this to say that depending on which printer you're using, you have to take into consideration what that baseline resolution that the printer itself is looking for. C'est-à-dire que justement, moi j'ai travaillé avec Epson pendant une dizaine d'années. Après ça, quand j'ai commencé à travailler chez Gosselin, c'est là où le laboratoire il était la grande imprimante, l'imprimante du grand format, c'était des Canon. Puis depuis le Pro 1000, la série Pro 1000, Pro 1000, 2000, 4000, 6000, ils ont vraiment augmenté leur qualité, leur game en tant que tel, comparé à ce que Epson faisait. OK? So c'est sûr et certain, je joue avec les deux. De plus en plus, j'utilise plus les Canon. Mais en sachant que Canon il est basé sur le 300, je l'envoie toujours vers l'imprimante à 300. C'est-à-dire que si vous regardez même en fonction la différence des deux, vous voyez comment est-ce que la pixelation du 72... So, souvent, qu'est-ce qui nous arrive quand on arrive au laboratoire, c'est que des gens qui vont imprimer directement de leur cellulaire. Puis je t'avoue qu'il y a seulement certaines cellulaires depuis peut-être 2 ans où ils ont augmenté les grosseurs des fichiers, je veux dire la résolution des fichiers JPEG. Typiquement, un JPEG, normalement, vous pouvez l'exporter à 300 PPI, mais ça prend le logiciel pour l'extrapoler à 300. Non. C'est-à-dire que quand on parle, puis aussi, en travers vos capteurs, ça a une conséquence. Qu'est-ce que vous avez comme PPI? C'est-à-dire que j'ai fait un petit Excel. Je vais juste le chercher. En travers de le grosseur de, justement, les capteurs. Fait que si on regarde ici, OK, j'ai été chercher les plus, populaires en fonction de les capteurs en tant que tel. Fait que c'est en Sony, vous avez normalement 2 types. Vous avez un capteur à 24 mégapixels versus un capteur à 60 mégapixels. So, un A7 Mark III et le A7
le A6500 ou le A6600 qui est rendu maintenant, que c'est une 24 mégapixels. Si j'imprimerais en Canon à mon 360, mon 300 PPI, okay, converti à 300 DPI, ça me donnerait un 20 pouces par 13 pouces. Quand je l'imprimerais sur un Epson, encore à 360 DPI, mais là maintenant je suis rendu à un 16,5 par 11. So if we look at what I got here on my particular cameras here, which is basically the 7.3, 7.2, the A6500 or the A6600, which is a 24 megapixel camera. Okay, we're looking at a 20 by 13 with my Canon printer, and we're looking at a 16 by, now these are native as is. Okay, if I'm printing pixel per pixel from my sensor to a piece of paper, this is what's giving me, this is what I'm getting as far as the largest particular image or native image that I can produce from my sensor. That doesn't mean that I can't go bigger. Okay? C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai ici comme justement en fonction de les grandeurs sur papier, point par pouce, okay, ou DPI, versus le capteur natif en fonction de le nombre de pixels qui est sur ce capteur-là. OK? Now, oublie pas que l'A7, tous les A7, les Z6 de Nikon, Z7, les RP, les R de Canon, les, ce sont tous la même grandeur physique en tant que tel. So the Sony, the Nikon, and the Canon, you'll notice that I used full frames versus separating, well, no, actually I did separate the APS-C cameras, but if you take the A7 III, the 7R4, the Z6, the Z7, the RP, and the R, they are physically the same size sensors. They're 36 millimeters by 24 millimeters. And what changes is the number of those pixels within that same size. So if you're looking at the A7R Mark IV, we're looking at a 60 megapixel sensor. Same size. Pixels are much smaller. They're crammed. There's more pixels crammed into that sensor. Speaking of which, what happened here? Oh, look at that. Sorry, I put the wrong. So this one over here should be, I just realized, 5568, and I said 3712. 3712. Okay, that's better. So, what ends up happening is you take your number of pixels divided by the resolution of the printer that you're using. So in the Canon and the HP, it would be 300 dots per inch, and in the Epson, it would be also 300. Well, actually, also it would be 360 dots per inch. And you'll notice that in the Epson, we lose a little bit of physical size. Okay, it's not to say that you can't extrapolate larger images. It just means that it also means typically that, you know, I could, if I wanted to, instead of sending the image at a 300 DPI, I can also send it at 150, which will still, the printer will still be able to save time because it's still a factor of that 300, 150 type thing. Okay, and typically, depending on the size, I don't necessarily need to send 300. I don't need to send a bit depth of or a pixel depth of 300 DPI or PPI to the printer if I'm doing very large print, because I'm not looking at the print at the same distance or at a distance where I need that much information. You know, when you look at a billboard, quand vous regardez une babillard, typiquement les babillards électroniques, quand vous les regardez, plus que vous vous rapprochez sur le babillard, plus que vous allez voir que les pixels en tant que tels qui font l'image, ce sont des ampoules. Puis des ampoules probablement dans la grandeur d'une balle de golf. When you're looking at a billboard on the highway and you're approaching that billboard, and when I talk about a billboard, I'm not talking, you don't see it as much in a printed billboard, but you'll see it in the digital billboards, that the more you approach that billboard,
the image distorts and becomes literally balls of light. Light bulbs, basically, more or less, right? And those bulbs are actual the size of golf balls. So at 500 feet, at 1,000 feet, at a kilometer away, we can see the image, and it's the way that our brain works, the way that our eyesight, our brain, not relates, but the way that it interpolates the information that it's gathering from that image, because it doesn't necessarily need to have base, and even at that, they're spaced so far apart that I don't need to have 300 points per inch, specifically if I know that the smallest pixel or the smallest dot on that screen or on that print is going to be viewed from a certain distance. Well, then I can actually print it at a lower resolution, so at 72. And actually, if we take the same at 72 DPI, so what I'm going to do is I'm going to take these two here, I'm going to copy them over here, and we're going to see what 72 DPI is going to give me when it comes to, and look at what I gain at 72 DPI. Now I'm looking at an 83-inch by 55-inch image. And I'm not looking at this image at 6 inches away. C'est-à-dire que je viens justement de faire la conversion du 300 DPI à 72 DPI. Et puis, regarde qu'est-ce que ça me donne. Ça me donne, au lieu d'un 20 pouces, maintenant on est rendu à 83 pouces par 55 pouces. Mais c'est sûr et certain, je ne garderai pas ça, cette image-là, à 6 pouces non plus. Right? Puis, il faut faire attention aussi avec les imprimantes. Typiquement, là, c'est totalement marketing. C'est que quand ils vont annoncer l'imprimante, ils annoncent toujours la plus grande nombre de pixels possible pour la résolution de l'imprimante. Mais techniquement, une imprimante a deux résolutions. Le nombre de pixels qui est en train de déposer sur la largeur et le nombre de pixels qu'il peut aller chercher dans la hauteur. Okay? Puis la raison pourquoi, c'est que la tête bouge à un certain vitesse point. Okay? Mais la vitesse que le papier, que le rouleau de papier ou le papier en tant que tel passe dans l'imprimante peut aller chercher différentes vitesses. So, quand vous regardez une imprimante comme exemple, c'est ici le Pro 1000, puis on la regarde que lui fait du 4800 par 2400. So, 4800 dans un sens et 2400 dans l'autre sens. Puis si vous regardez, vous verrez que sur le largeur où ce que la tête passe, la vitesse, c'est à 2400 pixels, un point par pouce. Tandis que si on descend à 2400, mais là, on ralentit la tête encore plus à 1200 pixels. Okay? Si on regarde la Pro 10, qui est un très bonne haut de gamme, ou je te dirais un très bonne... Ouais, écoute, c'est la base gamme des hautes gammes, okay, la Pro 10 en tant que telle. Puis on regarde ici, puis lui, il s'en va chercher du 2400 par du 4800. OK? Quand on regarde le nombre voyons, quand il dépose sur le papier en tant que tel, vous voyez qu'il y a justement 7680 buses, tandis que la Pro 1000, lui, s'en va chercher justement 18432. Chaque buse de couleur, chaque canot de couleur a justement 1536 buses. Ton écran ne serait jamais à cette résolution-là, parce que les pixels sur ton écran ne peuvent pas aller chercher autant que ça. OK? Y a-t-il des questions à date? Non? Je veux juste voir comment est-ce que ça va ici. Est-ce que c'est juste être sûr que tout est good? Parfait. Merveilleux. En passant, je ne sais pas si j'ai dit allô à Marc. Marc, bonne journée. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'utiliser le chat.
Pour l'instant, j'ai vu qu'il y avait 5 personnes qui regardaient, mais il y a seulement marqué dans le chat. Don't forget, if you have any questions while I'm presenting this, please, by all means, use the chat. I see that Mark is logged in, and there's 5 people that are concurrent viewers. Hi everybody out there. Salut à tous. So là, c'est ça. Fait que ça, c'est ça la grande différence avec l'imprimante versus l'écran. Et c'est aussi pourquoi que vous allez toujours avoir vous allez avoir besoin toujours plus de résolution pour l'impression, parce que la tête sur l'imprimante est tellement plus précise que ça prend beaucoup plus. Parce que typiquement, même si on regarde ici, j'ai été chercher 2 photos sur l'Internet d'un autre article où ce que le photographe l'a exporté en fonction de 1 PPI, 1 pixel par pouce, versus 5000 pixels par pouce. Puis en temps normal, quand je regrandis, on va grandir sa bec juste là pour qu'elle soit centrée là. Et on va faire la même chose ici. So what I did here is I found another article where the photographer actually exported his image at 1 pixel per inch, and the other one so this is the 1 pixel per inch. Ça c'est 1 pixel par pouce. And this one over here is the 5000 pixels per inch. 5000 pixels par pouce. Puis techniquement, il n'y a aucune différence. Parce que sur l'écran, ça reste exactement, puis je l'ai ici, la photo d'origine. La photo d'origine, c'est un... ils disent-tu? Attends, c'est quoi le capteur? Le capteur ici, c'est un... C'est ça, c'est un 2000. So, both dimensions are 2048 by 1365. OK? Chaque image a le même nombre de pixels en largeur qu'en hauteur. Un 2048 par 1365. OK? C'est le moment que vous allez l'imprimer que là, ça va changer. OK? Je vais aller chercher justement... where is it? Ça va être juste plus facile que je m'en vais chercher mon Lightroom en temps de... Voilà. So, si je regarde ici, j'ai quelques photos que j'ai faites sur une sortie. Ça, c'était la sortie photo urbaine que j'ai fait à Montréal. C'était au printemps. C'était quoi le date en passant? Par curiosité. On parle de le 20 mars. Ah! Non, ça c'est Modified Date. Le 15 mars cette année. Avant la pandémie, c'est sûr. Mais, si vous regardez chaque photo, exemple ici, okay, la différence des couleurs et tout ça, c'est parce que j'ai utilisé mon Sony et mon Fuji en même temps pour faire la différence des deux. Et puis, on va regarder lui tel quel. Et puis, puis j'avais déjà expliqué que pour faire l'exportation en fonction de résolution, c'est réellement... Puis si on regarde ici, je vais juste changer les informations en haut à droite. Maintenant, vous voyez que c'est un capteur de 6000 par 4000. Ça, c'est mon... attends, je vais dire ça. Ça, c'est mon X100F, okay, de Fuji, qui a un 24 mégapixels comme capteur. Fait que de 6000 par 4000, ça va me donner un photo que je peux prendre, genre, ça revient à, je l'avais dans mon, where is it? Ça fait un 20 par 13, OK, mais je peux aussi grossir pour l'impression, mais pour te montrer exactement quand je fais un, actually, pour non, on parle de l'impression, fait quand je vais directement à l'impression ici, la résolution, c'est aussi facile que avec Lightroom. Quand je regarde la partie impression en tant que telle, ben, vous voyez que la résolution de l'impression, c'est là où je m'en vais chercher mon 300 pour imprimer sur un Canon. Now, si je voulais l'imprimer sur un
Epson, mais c'est sûr et certain, j'aurais été chercher un 360 en fonction de sa résolution. C'est là où je vais faire l'impression. OK? Lui, en temps normal, en Lightroom, le moment que je choisis une de mes grosseurs ici d'impression, et puis sur lui ici, je suis en train de faire justement un 10 par 15, OK, qui reste en dedans du 2-3 de mon capteur. Fait que, le 3-2 du capteur, le ratio du capteur, c'est un 4-6, un 8-12, un 10-15, 12-18, 16-24, 24-36. Tandis que d'autres capteurs comme des 4 tiers tomberaient plus dans la 5-7, 8-10, 11-14 et ainsi ces grandeurs-là. OK? Ça. Good. Now, quand on parle, on parle pas de cadrage, on parle pas dans le développement, ici, on parle pas nécessairement du cadrage, l'outil du cadrage. Parce que lui marche plutôt sur des ratios de grandeur. Vous voyez, mon 2-3, 4-6, tandis que un 8,5-11, son ratio est complètement différent. Un 4-5 ou 8-10, le ratio 1 pour 1. OK? L'autre chose aussi, c'est que le cadrage a été déjà fait. Puis moi, quand je cadre toujours en fonction de mon capteur. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à gérer. Puis je vais seulement imprimer des grandeurs en papier qui est complètement qui fit mon capteur en tant que tel. Si j'avais un Fuji GFX 50 ou 100, où ce que là maintenant j'ai un 6 cm par 4,5 cm, ben là, je cadrais en fonction de ce ratio-là. OK? Juste pour te donner un exemple, dans ce temps-là, je ferais, je vais te l'emmener ici, c'est-à-dire que un 6 par 4.5 me donnerait, vous voyez comment est-ce que c'est un peu plus carré? Puis justement, la 6,45 tombe un peu plus dans l'exemple du 8,10. OK? Excusez, du 4.3. Vous voyez? Il a été cherché le 4.3 ici. OK? So, tout ça pour dire que... Attends. Yeah, parfait. Il a été cherché original, merveilleux, parfait. Si j'étais en Photoshop, fait que là, on va l'ouvrir directement dans Photoshop. How are we doing on time here? We're good on time? Yeah, we're good on time. Fantastic. Ça arrive. Et voilà. Fait que là, ici, on va mettre ça grande fenêtre. So, ici, dans ce cas-là, si on va dans Images, et puis on s'en va chercher justement la taille de l'image, OK? Ça va nous ouvrir cette fenêtre ici. Et puis, on voit que les dimensions d'origine, c'est du 6000 par 4000. OK? Ça fait déjà un fichier de 137.3 MB. OK? Puis ça, c'est mon DNG. Si on regarde, là, on est en train de regarder en fonction de millimètres, mais nous, on va changer ça plutôt en pouces. Parce que moi, je travaille plus en pouces que en autres, que les centimètres, je veux dire, que le métrique. À 300 pixels par pouce, ça me donne un 20 par 13. Puis il fait son calcul automatiquement. Okay, so if we look at in Photoshop is a little bit different in the sense that you're not printing to a resolution. Basically, what you're doing is you're affecting the actual image to the resolution you need for the print. Okay, and I'll be honest with you, this is one of the primary reasons why I prefer printing from Lightroom than from Photoshop, because Photoshop, Photoshop was always meant more for the graphic artist than the photographer. Okay, the photographer, wants to go from capture to development to output in one shot. Okay,
and it's just Lightroom is for the photographer. It's a lot simpler to use in the way in its workflow. Okay, but needless to say, here I already have my now. If I were to put this at 200, right? Notice how it cuts down my pixels here, because now I've just taken the 300, because originally this image was 300 when it exported from my Lightroom. My Lightroom exported it to or sent it to Photoshop at the resolution of 300. Okay, so now here I've blocked my my output dimensions, and I've just changed the resolution itself. If I keep my resolution and I decide to do I want to do a 24 and see what it's going to give me. Now it's going to give me, you noticed, I changed my width to 24 and it brought my height down to 16. So now I'm doing a 16 by 24. Rather at 20, which is the original dimensions of the image. Okay, and notice, we'll do that again. So here I'm going to put my 16, 24. Now what it did is it interpolated more pixels. Okay, and I'll be honest with you, Lightroom's algorithms when it comes to interpolating larger prints are a little bit more precise than well, it just has better mathematics. Okay, c'est-à-dire que l'autre raison aussi, c'est que j'ai pas besoin de penser puis choisir quelle sorte d'interpolation qu'il y a besoin de faire pour agrandir une photo. Tandis que ici, il faut que je trouve lequel sort la meilleure, puis après ça, que je l'envoie en fonction de cette interpolation-là, or cette technique d'interpolation-là. Okay? Now, so in this particular case here, this is where I would say, well, I'm going to enlarge the image to a point where it's going to fit in that 16 by 24. If I decide to make this over here a 24 by 36, now I'm looking at 10,000, and if you calculate 10,800, that's what is my 36 inches at 300 dots per inch. But at a 24 by 36, I can live with a 200 DPI. I can still live with 200 DPI. In the particular cases with Canon and Epson, because right now if I send it at 200 DPI to the printer is going to have much more work to convert that to a native resolution that it can print based on his 300. So typically what I'll do is, to make it even easier for him, I'll put it at 150. I've also saved on pixels, so I'm now at that 24 by 36, and believe me, if you look at the image at 6 inches away with a magnifying glass, you will see a difference. Okay, because you're printing it at still half the resolution that 300 would have been given you, but if you stand at a distance for that 24 by 36, between the 5,400 and the 10,800, you're not going to see much difference. What it's going to cost you is time. Okay, because the more resolution that I give the printer, the more time it's going to take him to lay out those pixels. Okay. So we'll go back to what the original image was, which was a 20 by 13.3. Okay. We'll come back to Photoshop in a moment. I'm just going to go back to Lightroom and show you Alt Tab. Where's my Lightroom? Here it is. Now, the other thing that Lightroom, which I love, is the fact that I can soft proof. Now, l'autre chose que j'aime beaucoup avec Lightroom, c'est que je peux faire un certain épreuvage de la photo sur un tel papier. C'est-à-dire que, disons, j'ai rien fait en fonction mais je veux juste vous montrer à quel point que le petit épreuvage d'impression ici me permet de faire choix de quelle sorte de papier que ça me prendrait pour
mieux représenter les couleurs en fonction de mon image. So what soft proofing here does is it allows me, because typically as a printer, we always tell people, when you start printing on third-party papers, specifically third-party papers, like Epson Epson, in the sense that Hahnemühle, Moab, Carson papers, all these beautiful textured papers that are produced of many different materials, which could be anywhere from silk to papyrus to wood to there's just rice paper. Not every material represent or reflects the image, the colors the same way. Okay, the person who tells you that they can print an image on any paper and come out with the exact colors I'm sorry, it's a lie. It's a flat out lie. It doesn't work that way. Printing doesn't work out that way. As much as we try to think that we're an advanced civilization and that we've got so many electronics doing the jobs for us, life doesn't work that way. Okay, don't forget what my principal notion of the ADD when it comes to automatic functions. The more you let computers and things automatically they'll do the best that they can within the limits that they have. Okay, so printing on metal will represent colors a certain way. Printing on acrylic will represent your colors a certain way. Not every image can be printed on every material. C'est-à-dire que n'oublie pas que pas tous les papiers de différents médiums vont reproduire les mêmes couleurs, les bonnes couleurs. Les bonnes ou les mêmes, c'est-à-dire, OK? So, si j'imprime sur métal, si j'imprime sur l'aluminium, si j'imprime sur papier métallique, c'est sûr et certain, il va toujours avoir une certaine nuance une différence de couleur. Déjà que je suis sur un papier, tiens, on va aller chercher genre un papier, puis je t'avoue que ça c'est qu'est-ce que vous voyez ici sur mon Lightroom en tant que tel, là, c'est une fraction de papier que j'ai. OK? Ce sont les derniers papiers que j'ai utilisés, que j'utilise aujourd'hui. Mais dans les 15 ans que je fais de l'impression, là, j'en ai des milliers de profils de papier. OK? So, disons que, puis ça, je t'avoue que tout ce qui est CM, c'est mes anciens profils pour notre Canon 4000 chez Gosselin. Tout ce qui est SP, c'est plutôt des nouveaux que j'utilise depuis que aussi j'ai le calibrateur de Spiderprint. Now, si je regarde la photo en fonction de notre papier au laboratoire, qui est un Canon satin photo 240 GSM. So here you'll notice that I only have a few here, but if I were to show you, I've got thousands of profiles that I've accumulated over the years. Okay, I'm talking over 15 years worth of printing, and believe me, when I started printing in the first few years, in the first 2, 3, 4 years that I was printing, my wife wanted to wring my neck, literally. I had gone through as much paper I was bringing in, I was throwing out, because it was just printing is a whole other. When you get to this level of printing, it's a total other world. Okay, what you can represent with your photos. So here, what we're going to do is I'm going to click on our native paper that we use in the lab at Gosselin here in the Distrant, and you'll notice that it's typically a pretty good rendition, because if I remove the soft proof, it hasn't changed that image very much. Actually, it hasn't changed. From what I can see, it hasn't. It's changed a little bit in the histogram, but visually, there's not much of a difference. If I were to put my destination gamut warning, okay, and I remove there's no gamut warning telling me that the paper, wait a minute, I'm looking at something. I just want to make sure that it's not a gamut warning. It's actual paint on the building, okay? Because when I talk about gamut warning, what I'm talking about is, let's say, for instance, let's take one of my papers. These are one of my favorite papers. So if I go with a matte, notice all that red? Well, typically that means that on that particular paper,
those colors that are masked in red will not come out the way I see it on my screen. Okay, so this is where I'm telling you that soft proofing, and specifically in Lightroom, is fantastic, because this helps me pull off the image that I'm looking for. And you know what? I'm just going to step away from here for just a second, and I'm going to switch the camera. Actually, no, I'm going to leave it there, but I'm going to show you exactly. I'm going to show you exactly what I'm talking about, which are two of my, probably my most favorites. I've been carrying them with me for the last 4 or 5 years because they're just, for me, and I don't know if you're going to be able to see it. I hope you'll be able to see it on the webcam, but oops, we'll make this. Oh crap! Hold on, I gotta fade out. Where was it? Here we go. Okay, so if you take a look at this image, okay, this is a very big image. Okay, I don't know if you'll see a difference with the webcam. You can tell me whether you do or not. And this, so this here is on a, oh yeah, this is a photo rag by Hani Muley. It's probably their thickest paper too. It's a cotton based, while this image here, okay, now let's try not to get too much glare from my lighting, but this one here is a semi-luster, well, this is actually the satin, the Canon satin paper from that we use in the lab, and this one over here is a what we call an artisan paper, and this paper, or a fine art paper I should say, it's matte. You'll notice that this one here, there's a lot of reflection on it. Let's switch it this way and I can show you colors. So if we look at this image here, no, sorry, this image here, I'll switch hands, dummy. So switch, okay. I'm trying to, here we go. So we're going to take this image here. Look at the red of her cape versus, there we go. Again, this is the satin, and this one here is the matte. Okay, this is a true matte. All right, this one here is a semi-gloss. This one in the back, this one here is semi-gloss, or sorry, a satin finish versus a matte finish. Matte finish being this is a fiber paper, and this one here is resin coated. Okay, but exactly. That just goes to show you, when we get to this point here, what this allows me to do. If I would decide to choose another paper, let's say for instance I go for my satin paper from Red River, now I've come back to something that's closer to exactly what I had with the Canon satin. And if I look at gloss has no problem with these colors either. Okay, so in this particular instance, I could use one of those two, whichever one I prefer. Okay, I'll be honest with you, when it comes to glossy paper, it tends to be a little bit more fragile because of the the finish on the paper, more so than the satin. All right, or the semi-gloss. Semi-gloss tends to be a little bit more textured than satin paper. C'est-à-dire que j'ai tout fait ça, puis j'ai oublié de traduire. C'est-à-dire que la photo que je vous avais montrée tantôt, tiens, je vais le faire vite fait encore une autre fois. Regardez, ça va donner ça ici. Voyons, qu'est-ce que ça a fait là? Hey. There we go. So, c'est cette photo-là. Okay, c'est une de mes favoris. Ça, c'est une photo qui est imprimée sur du papier mat. Okay. Un papier qui est fibreux. Quand je parle de mat, c'est un papier qui est fibreux, qui est naturel. Tandis que cette photo-là, qui est la même photo, j'ai rien fait de différent, mais cette photo-là, c'est un papier qui est satiné, un papier semi-lustré. Et la raison de la différence, c'est que ça, c'est un papier qui a une genre de résine, qui fait qu'il y a comme une plastification sur la surface de la papier.
Tandis que ça ici, là, j'aurais pu imprimer sur le dos, ça leur aurait donné exactement la même chose. Ça, c'est un papier qui est poreux. Et ça, c'est un papier qui est scellé. OK? Je sais qu'il va y avoir des questions à propos voyons, durée. Quel dure le plus longtemps? Écoute, des papiers à un moment donné, tu sais, rendu à 100 ans, à quel point est-ce que je vais garder une photo 100 ans sur le mur aussi? C'est sûr et certain que mes enfants puis leurs enfants à eux n'aimeront pas nécessairement les mêmes photos que moi. Fait à quel point que ça va durer 100 ans, 200 ans, 50 ans, c'est quand même c'est un autre monde, ça. Mais c'est ça, exactement. Ça me permet maintenant de choisir, avant d'imprimer même, qu'est-ce que ça me donnerait en fonction de le traitement que j'ai appliqué sur la photo telle quelle. OK. Ici, Havoc Industries. Hi, salut, Monsieur Havoc. Well, Mark, il me demande, if you crop, how does it change? Mark, when you say crop, it changes. Well, actually, I'll show you. I'll show you right here. If I crop this image, I'm going to get out of my. Where is it? Sorry. It helps too if I switched over, right? So let's switch over. Whoops. Let's switch over here. Get out of here. Click on this. Okay. I'm going to crop. I'll show you, for instance. Let's say, for instance, I just want to go get the facade of this particular building. You're going to notice that now, you see what changed here? What changed here now is the dimensions of the photo itself. Because what I'm doing is I'm erasing the pixels that I'm cutting out. Okay? And the same thing goes in whatever software you're using. It just depends on where you are applying your crop. Okay? As my crop is based on my ratio being 2:3 or 3:2, okay? It's now applying that crop of 3:2 to subtracting what I'm pulling out of that 6,000 by 4,000 pixel image. Okay? Okay, we'll go back to the original image. We'll switch over to Photoshop now, and we'll look at Photoshop as far as printing goes. Here, okay, the big difference is that the image size itself is controlled by, the cropping mechanism. See here, actually, the cropping mechanism here in Photoshop is that now I would go and use my crop tool, and here, what's happening is I would be, let's say, for instance, well, right now I'm looking at a ratio of 5:7, and you'll notice 5:7 cuts off a little bit on the sides. If I were to go and get, let's say, for an 8:10, now, well, I'll gotta, switch that over. 8:10 is giving me an inch off of the left and the right. And if I go back to my 3:2, again, I gotta switch it over. There we go, rotate it. And now I've got the full image here. So the crop tool is what actually allows me to crop and delete the surrounding pixels that I don't need. But you're always, when you crop, you're always removing pixels. Don't forget that. Okay? C'est très important de savoir que le moment que vous recadrez, vous êtes toujours en train de soustraire le nombre de pixels. C'est-à-dire que si je recadre trop dans ma photo, puis je vais aller chercher la même taille, c'est-à-dire un 16-24, ça veut aussi dire que mes pixels vont juste élargir sur l'impression. Parce que pour être capable d'imprimer quand même ton 16-24, maintenant, il y a beaucoup moins de pixels. Comme exemple ici, si je la cadrais comme celui-ci, tel quel, et puis je m'en vais chercher, puis on sait très bien que la photo d'origine, c'était un 6000 par 4000. Je regarde mon grandeur ici, puis là, je suis rendu à 4644 par 3097. Et ma taille de l'image en tant que telle, qui était tantôt un 20 par 13, est rendue maintenant à un 10 par 15. OK? So,
Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller chercher quand même. Si je m'en vais chercher justement mon 20 par 13 à 300 pour le ramener à 6000 par 4000, c'est juste que maintenant, rendu à 100%, j'ai beaucoup plus de pixelation parce que mes pixels maintenant sont tellement plus gros. OK? So, je vais juste le recadrer puis le remettre comme c'était. Voilà. Cancel. Voyons. Control Z. Now, pour l'impression, disons que je vais aller chercher pour imprimer avec Photoshop. La différence, c'est que à l'impression, saved image information is incompatible version. It's been, yeah, okay, whatever. Donne une seconde. Ah oui. Ah, excusez. Il pop toujours sur l'écran principal. So, voilà. Ça, c'est justement, ça, c'est l'interface de Photoshop pour l'impression. OK? Ici, c'est plutôt, qu'est-ce que je ferais, c'est que j'irais chercher l'imprimante qui va imprimer cette photo-là. Disons que je vais aller chercher mon Canon comme tantôt que j'avais avec mon Lightroom. Ici, typiquement, parce que j'utilise toujours des papiers en dehors de Canon en tant que tel, qu'est-ce que je vais faire, c'est que c'est vrai ici, avec lui, il faut que je choisis justement les papiers en tant que tel de l'imprimante. So, disons que je vais aller dans le pilote. I'm going to go. So here, this is Photoshop's interface for printing. So here, what I'm going to do is I'm going to first go and get the size that I want, and in this particular case, I'll go and get one of my larger prints. So let's say, for instance, I want to do let's say I want to do a 12 by 18 on a 17-inch roll. Okay. Here, and then I'm going to pick my paper. So I'm going to go into my custom papers, and let's say, for instance, in this particular case, I'm going to use the satin finish Arctic Polar. From here, I'm just going to say OK. Oh, actually, yeah, I'm going to let it readjust the print. I got to also tell it in just a second. It's going to take a bit of time. Oh, Ben, c'est vrai. Bienvenue, Ben. Fait qu'ici, c'est là. Fait que là, je vais, voyons. I know it's going to be a problem because this printer is not connected to my printer. I mean, it's not connected to my laptop because this is the one from the shop. Oh, no, it took it. Okay, good. The only change I'm going to make is I'm going to make it a landscape because I want it to print along the size that I chose. So I've got to wait for it to readjust there. And seeing that I'm using a paper that doesn't, that is not a Canon paper, I should say. Well, this is where I will tell the Photoshop that Photoshop manages the colors. And this is where I pick my here, you wanted to see how many profiles I have? These are all of my program profiles for all of the papers that I've tried with all of the printers I've had connected in the last 15 years. That's all. There you go. All of these. But for me, we said we were going to do Arctic. Where is it? There it is. Arctic Satin, which is my Red River paper. So I'm telling it now to use this printer profile. Rendering intent is always perceptual. Okay, and down here, this is where I scale the print, or I should say, the digital image to the print size. So if I'm doing my, we said it was a 12 by 18. So here we're going to do 12 inch, and 12 inch fits perfectly. So 12 inch, so 90%. I'm downsizing it to fit within my limit of paper here. Okay. And this is where I would normally just press print. But the problem is I don't have any rendition in the print module itself. And I don't have any adjustment that I can do here too.
typically what I end up doing is I always send out strips so that I can make sure that my what happened here? How come it changed? It should be 12. Well, 12. There we go. Okay, I know what happened. It was my so typically and it's what is it? Print resolution here, is that scale to fit media? No. See, there's slight intricacies with Photoshop that I really don't like when it comes to printing, that I prefer using my Lightroom, because it's just that much easier to use as far as a printing module here. And again, the one thing that I don't have control over here is, let's say, for instance, if the print comes out a little bit too light or a little bit too dark, I can't adjust the brightness of the image on the paper. Rather, with Lightroom, I can. Okay? But this is basically printing with Photoshop, depending on what paper I'm using, depending on what... and again, what's hyper important is the fact that you stick always to the base resolution of whatever you're printing to. So Canon HP, they're based on 300 DPI. Epson is based on 360 DPI. You will just get a better image in the end. Okay. Other than that, printing after this, I would just send it out to the printer. Okay, and the printer would print out as is. And you can print directly from your DNG file when you're using Photoshop. You can print directly from your when you're using Lightroom. Okay, all of these. When you're connected directly to the printer, you don't have to export to the JPEG and then from the JPEG send it to the printer. Okay, because this sends the information that it needs to the printer. The advantage of having the DNG is that when you're printing directly to the printer, you're getting all the information. C'est-à-dire que ici, puis vous voyez que je suis en train de faire l'impression, je suis en train d'envoyer l'impression en format RAW, que ça soit TIFF, que ça soit DNG, que ça soit PSD, en fonction de Photoshop. Lightroom aussi ferait la même chose. Parce que l'imprimante est directement pluguée sur mon ordi, j'ai pas besoin de l'exporter en JPEG avant de l'envoyer à l'impression. Par contre, je l'exporte en fonction de JPEG ou PNG quand je veux l'envoyer à un imprimeur. Parce que je ne veux pas nécessairement envoyer un fichier de 137 MB à l'imprimeur que lui imprime de là. Parce que quand il va ouvrir ce fichier-là, qui est un fichier brut, qui est un fichier RAW, ça va carrément enlever mon traitement en tant que tel. À moins que j'ai sauvegardé mon traitement en fonction. Puis, je t'avoue, en fonction de l'imprimeur, je ne veux pas nécessairement rouvrir un fichier, votre fichier que vous avez photographié, que vous avez traité vous-même, puis appliquer ma traitement à moi, en espérant que ça, c'est qu'est-ce que vous attendez à voir. Qu'est-ce que je dois faire en fonction de tireur? C'est je dois représenter la photo telle que vous l'avez vue, telle que vous l'avez traitée vous-même. So, c'est pour ça qu'on dit toujours que vous devez nous envoyer JPEG ou PNG. Maintenant, aujourd'hui, PNG, c'est un peu plus précis que JPEG aussi. Et à une résolution de base 300 DPI. Now, quand on parle de colorimétrie, je t'avoue qu'aujourd'hui, on demande toujours en RVB, mais sRVB, c'est basé plutôt sur les... quand on est en jet d'encre, vu qu'on a tellement plus de couleurs, tellement plus de canaux de couleurs, comme genre, exemple, les Pro 1000, 2000, 4000, 6000, la série 1000 de Canon travaille toujours avec 12 cartouches d'encre. Epson, ça va jouer entre 10, me semble, c'est entre 8 et 10 couleurs, dépendant quelle est l'imprimante que vous utilisez. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, avec les jets d'encre, on a tellement plus de latitude en fonction de couleurs, parce qu'on a beaucoup plus de couleurs déjà faites. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple, tous les imprimantes, normalement, sont basées sur le jaune, magenta, cyan.
et un noir, tandis que plus que tu as une imprimante qui est évoluée, ben là, vous pouvez avoir genre jaune, magenta, cyan, ouais, noir, un rouge, un vert, un bleu, peut-être un magenta pâle et un cyan pâle pour aller chercher encore plus de nuances de couleurs. So, techniquement, quand vous imprimez vous-même, vous pouvez imprimer dans ProPhoto, vous pouvez imprimer comme dans l'Adobe RVB, ProPhoto RVB, Adobe RVB ou sRVB. Now, vous allez voir quand même, sRVB est basé sur un écran. Et les machines qui sont plus automatisées comme celui que nous, on a chez nous, ce qui fait les 4x6 jusqu'à 12-18, c'est un papier photo qui passe dans les chimies, comme dans un chambre noire. On appelle ça un chambre noire mécanique. Ces papiers-là sont basés sur le sRVB. So, dans ces cas-là, c'est mieux de l'envoyer en sRVB tel quel, comme que vous l'avez traité. Tandis que si vous savez que vous allez faire un grand format, puis nous, chez nous, grand format passe de 12-18 à plus grande. Parce que dans ce cas-là, ça peut être imprimé sur notre Canon à 12-18, vu que 12-18 se fait quand même sur notre frontière, mais 12-18 est plus haut. Si vous l'envoyez, si vous voulez avoir une meilleure représentation, ben c'est dans ce temps-là où ce que vous pouvez, nous on va par défaut utiliser le Canon, ou que le 12-18, vous voulez que ça soit 12-18 sur le Canon, ben c'est sûr et certain que vous allez avoir un meilleur rendement de couleur dans ce temps-là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais juste changer encore à mon Lightroom en tant que tel. Et puis, si vous avez des questions, if you have any questions, please feel free to send them on through chat here. Just to repeat what I just said about what's it called? Sorry, I just got a loss for words here. Color space. Color space is important also when it comes to what kind of print you want to do. The way we work at Gosselin is that from 4x6 to 12x18, typically you'd send it to us in sRVB. Now, sRVB, understand, is a limited color space in the sense that that's based on the old CRT screens that we used to use before we had all these flat screens. Since we've got these flat screens and full HD and HD and this and that, they've been able to incorporate better color renditions. Okay, so typically when we're talking about the 4x6 to 12x18, usually we use what we call our mechanical darkroom, and the mechanical darkroom being the Fuji Frontier that we have at the shop. That one, because it's the actual paper that contains the colors, that one's based on sRVB. So we always say that, you know, if it's just for 4x6, 5x7s, 8x12s, typically send it to sRVB. But if you have that, if you know that you're going to be printing for a particular exhibition, if you're selling prints, large format specifically, you can send it Adobe RGB or ProPhoto RGB, because the advantage to using inkjet printers is that they have so much more variety of colors in their ink reservoirs that it permits them to be able to render more tones, more hues of color. Okay, the sRVB was always based on the old CRT screens that we used to have 15 years ago, and when, you know, sRVB was that color space that was compressed enough that Marconi was able, well, not Marconi because it was black and white at the time, but as color TV came out, we were able to broadcast those colors. Okay, while because with the technology that we have with inkjets, now we can actually, you know, don't forget that your ProPhoto actually represents over 4.4 billion colors. sRGB only reproduces 16.7 or 16.4, no, 16.7 million colors. So there's a big difference in color rendition when you're using sRVB versus Adobe. Adobe's probably in the 2 billion color range. ProPhoto is over 4 billion. Depends who you look at, who you talk to. But
that's pretty much printing with Lightroom and Photoshop. I was gonna try to see if I could do something with Photoshop Elements, but later on I'll do just something on Photoshop Elements for those of you who want to use an entry level software. C'est-à-dire que justement je voulais plutôt, je veux dire, aussi parler un peu de Photoshop Elements, qui est un logiciel un peu plus, pas basic, bas de gamme comparé à Lightroom et Photoshop. Je regarde ici, puis on a déjà passé 1 heure par 20 minutes. Je t'avoue qu'à un moment donné, je vais faire peut-être juste un épisode sur l'impression sur Photoshop Elements, ou peut-être juste un épisode sur Photoshop Elements en tant que tel. Mais c'est ça l'impression en Lightroom et en Photoshop, la différence des deux. Si jamais vous avez des questions sur les technologies, sur les matériaux, s'il vous plaît, envoyez-moi vos questions soit par Messenger ou par courriel. C'est sûr que je vais sortir exactement. Pour ceux qui veulent savoir comment me communiquer, ou communiquer avec moi, voici, je viens de me faire un slide. Attends, il faut que je me rappelle ça ici. Comme ça. Et puis, donne-moi une seconde. Une belle slide. Et voilà, vous pouvez. So, this is the slide that you can reach me if you like. You've got my email address. You've got my email address at work. You can also, if you want to check out, you can use my link tree. This gives you all of my website and all of my social media, contact information there too. Something very new. My cousin has kind of opened my eyes to that Linktree thing, and it looks really interesting. So you can get me in all of these modes of contact. Sometimes it takes me a while to get to it. I apologize. Des fois, ça me prend un peu plus de temps pour me rendre à tous les questions. Mais je t'avoue que, s'il vous plaît, je vous oublierai pas. Si en dedans d'une journée ou deux que je vous réponds pas, envoyez-la sur d'autres méthodes, soit du Messenger ou si je réponds pas au Messenger, envoie-moi un courriel. Si le courriel vous n'avez pas reçu de réponse, essayez Messenger quand que. J'essaie quand même de regarder durant la journée. So I wish you all a wonderful Wednesday evening. Have a wonderful week. Like I said, Monday, check out our site at gosselinphoto.ca, and it'll keep you up to date when we're going to be opening the stores. Last time I looked, it was still next Monday, the 11th. And whatever information you need as far as visiting our stores. Between now and next week, I will be changing my schedule here because obviously I'm going to have to incorporate the new schedule for my work. So we might need to cut down a bit. Possibly, anyways, I'll work something out that I can try to put out as much material as I am now. I'm still waiting on a few extra doodads and gadgets, so that I can incorporate a little bit more technical aspect of also photography. And I'm in the process of working on finally releasing my podcast. So if you're interested in just listening to me in the car or on your headphones or whatever, I will be in the process of releasing a couple of episodes and podcasts too. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Je t'avoue que on est encore à date. Qu'est-ce que j'ai pas eu de nouvelles contre. C'est-à-dire que on est quand même supposé. Vous pouvez regarder sur notre site web gosselinphoto.ca pour voir quand est-ce qu'on est encore supposé d'ouvrir pour le lundi prochain, le 11. Vous pourriez me visiter en magasin. Les cours, j'ai pas de nouvelles encore sur les cours. Je pense que ça va être encore à venir. Je t'avoue que les cours Gosselin, pour l'instant, on a commencé depuis vendredi passé. Puis justement, mon collègue Jean-François Landry à Québec qui est en train de lancer ses cours ce soir. Fait que, en temps normal, si les cours s'ouvrent pas bientôt en salle,
mais là, on a les cours en ligne. Et puis, je t'avoue qu'on va regarder pour l'été. J'espère qu'on va regarder pour l'été pour que je reparte mes sorties. Just a little note too. I hope that I'm in the process of working on a calendar for the summer, and I'm hoping that at least if we don't do in-class classes, that I'll be doing excursions, more excursions this summer, as it's much easier in the situation that we're in. Please, everybody, take it easy, relax, have patience. If you do go out, keep that 2-meter distance. Have patience for the people around you too. You know, not everybody thinks before they do or act. Sometimes it's just, distraction. N'oubliez pas aussi, si vous sortez, gardez la distance de 2 mètres. Soyez patient avec les gens alentour de vous. Des fois, puis ça m'arrive aussi. Des fois, là, je sais, des fois, les gens pensent pas à ce qu'ils font, sont tellement dans leur tête qu'ils pensent pas à les gens alentour d'eux. Mais soyez quand même, patient avec eux. And I hope to see you all soon. In real life, we'll put this back over here. I hope everybody was able to get there. And there we go. I wish you all a wonderful, fantastic Wednesday. Hump day. Hump day. The half of the week is gone already. Can you believe that? Je vous souhaite une très bonne... en français, je ne sais pas comment on dirait hump day. Mais c'est vraiment un terme anglais. Mais c'est à vous que j'espérons qu'à un moment donné, on va se voir face à face et puis peut-être faire des excursions ensemble. Bonne journée à tous. Bonne semaine. Puis on va se voir pour, oublie pas, vendredi, même heure. C'est-à-dire que 15h30, à date, ça n'a pas changé. On va regarder les photos qui ont été envoyées par le groupe pour le défi qui était cette semaine autoportrait. Et puis, on se reverra justement. Comment ça j'ai perdu? J'ai-tu perdu mon chat, non? Oublie pas aussi, if you get a chance, please like the channel, like the video. If you have comments or anything that you can suggest that I add to the episodes, please do so. You can also do the same with Messenger or email, however you like. Instagram, Twitter less. I'm less on Twitter, but still Twitter, LinkedIn. Please, by all means, any suggestions you might have. Like the channel if you can. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous pouvez liker l'épisode. Si vous avez des suggestions, s'il vous plaît, envoyez-les à moi. Et puis aussi, il y avait-tu d'autres choses? Non, commentaires, liker, souscrire. Si vous n'êtes pas inscrit, je veux dire, inscrivez-vous à ma chaîne. Et puis, on se verra pour vendredi prochain. Ça va être c'est-tu le 7? Non, le 8. Le 8 à même heure, 15h30. Puis, on va parler le défi hebdomadaire de cette semaine qui était autoportrait. Merci beaucoup à tous. Thank you, everybody. Have a wonderful day.